Bonjour. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi la victoire de l'armée malienne à Kidal est très symbolique, surtout pour cette chaîne, surtout pour les abonnés, surtout pour toutes et celles qui aspirent vraiment à réussir sa vie, à retrouver cette liberté face à l'oppression de la Matrix. Et je vais ici m'adresser plus nos amis occidentaux qui sont abonnés sur cette chaîne, mais aussi à des Africains aussi qui ignorent encore, qui minimisent encore cette victoire symbolique. Et si je fais cette vidéo, c'est suite à une vidéo que j'ai publiée hier où j'ai retracé l'historique de l'occupation du Mali, du Sahel par l'OTAN à partir de la mort de Kadhafi en 2011 et jusqu'à la prolifération des mouvements terroristes. Et j'ai remarqué que beaucoup n'ont pas vraiment peut-être saisi la symbolique de cette victoire. Et justement, je vais moi revenir ici sur, pour encore un peu plus détailler pourquoi est-ce que tu devrais vraiment considérer l'histoire de Kidal. Et je t'invite vraiment, je t'invite vraiment, vraiment à pouvoir t'intéresser sur l'histoire, à aller vraiment comprendre la profondeur de cette victoire de l'armée malienne soutenue par tout le peuple malien. En l'occurrence, tu sais qu'on parle des géopolitiques, parce qu'il faut savoir que Kidal, dans la géopolitique mondiale actuelle, enfin depuis 2011, il y a deux axes. Donc, il y a l'axe que l'ordre mondial a décidé de contrôler, c'est-à-dire l'Asie par le Moyen-Orient et autres. Et puis le deuxième axe, c'est l'Afrique, qui avait commencé justement par la mort de Kadhafi. Kidal, hein, cette symbolique, Kidal, la ville symbolique, Kidal, la ville sacrale, est de retour dans le giron de l'État souverain du peuple malien. Et ça, depuis le 14 novembre. Donc, la ville de Kidal, ouais, c'est une ville qui fait à peu près 1 238 000 et quelques kilomètres carrés du Mali, a été délivrée après 10 ans d'humiliation, 10 ans de souffrance, 10 ans où la charia était d'application, 10 ans où les femmes se faisaient violer, 10 ans où beaucoup de maris ont perdu la vie et se sont vus arracher leurs femmes de force par les terroristes. 10 ans où des jeunes enfants ont été persécutés, ont été tués. Soit tu rentres dans la milice, soit tu meurs. Et on enterrait des gens dans des sables vivants et on te laissait la tête enterrée jusqu'ici dans du sable et on laissait que la tête en plein désert. Et les gens n'ont pas horreur de ce qu'était l'enfer à Kidal. Et tout ça, tout ce que je suis en train de te citer, c'était organisé par l'alliance impérialiste de l'OTAN qui a détruit la Libye. L'OTAN dont l'armée État islamique et Al-Qaïda, donc ce sont, c'est-à-dire l'armée s'est servie de l'armée État islamique et Al-Qaïda pour attaquer le Sahel afin d'imposer euh, au pays
sahéliens et l'Afrique de se soumettre aux conditions impérialistes occidentales, les négociations de leurs matières premières stratégiques, l'uranium, l'or, le manganèse, le lithium, le diamant, le pétrole, le gaz, dont regorge la région du Liptako-Gourma, avait été calculé déjà par Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Cameron, David Cameron et tous les dirigeants occidentaux pour attaquer Kadhafi et par la même occasion d'empêcher le continent africain de vivre de manière prospère, digne et puis libre. Si tu es européen, tu ne trouves pas que ça ressemble à ce qu'on est en train de chercher sur cette chaîne, cette volonté de puissance de pouvoir vivre prospère, libre et digne. On sait tous comment est-ce que le système gouvernemental, le système de la matrix en Occident est en train de nous oppresser. On sait tous ces plateaux de verre qui règnent aujourd'hui en France. Parce que tu viens d'une telle région, parce que tu viens d'une telle ethnie, parce que tu viens d'une telle famille, il y a certains métiers où tu ne peux jamais exercer. Mais bon, il n'y a pas de souci à ça. Mais Internet aujourd'hui nous offre cette opportunité. C'est ça qui signifie Kidal. Kidal, libéré, symbolise 4 victoires du peuple malien. Quadruple victoire, je dis plutôt. Contre l'alliance impérialiste occidentale, Kidal marque un arrêt à leur plan de faire des Africains des peuples dominés sur le continent natal, des immigrés persécutés dans leur diaspora. Kidal, c'est la conséquence de la fin de l'immigration des jeunes Africains noyés dans la Méditerranée depuis 2011. J'avais déjà fait une vidéo qui va peut-être apparaître ici, où je te disais que l'immigration, soi-disant massive, on est en train de relayer sur les réseaux, sur les médias du grand chemin. C'est une immigration voulue. C'est une immigration qui avait été volontairement décidée, voulue par l'élite occidentale. Alors, quand je vois que certaines personnes sont offusquées, quand je vois que certaines personnes qui ne comprennent même pas au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on leur présente, qui s'offusquent, où je vois des, des avis un peu racistes, discriminants et autres, je ne peux que plaindre ces gens parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont enlisés dans la toile macabre, dans la toile mensongère, justement, de leurs propres dirigeants. Après tout, je ne peux pas aussi les en vouloir. Donc, Kidal marque au fait l'arrêt du plan diabolique de 2011 initié par les géants financiers de ces mondes, commissionné par Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Cameron Diaz et tous ses corollaires. Maintenant, pour toi, peut-être qui me suit, hein, européen, comprends un peu le sens, un tout petit peu le sens de la victoire de Kidal. Certains maintenant peuvent se demander, mais oui, Michaelis, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais qui a été vaincu, frère? Il faut savoir que Kidal, c'est une ville, disons, ville qui se trouve au nord, dans le nord du Mali. Tu vois, tu peux aller voir sur la carte et tu verras où ça se situe. Maintenant, qui a été vaincu? Selon la presse, selon le média des grands chemins, selon le média mainstream, cheval de Troie du système impérialiste, de la Matrix et de la France-Afrique, pour eux, quand ils suivent tous les médias, France, Figaro, Le Monde, Libération, BFM TV, LCI, TF1, tous ces genres de trucs, pour eux,
c'est la rébellion Touareg qui aurait été vaincue à Kidal. Selon cette presse naturellement mensongère, cynique et sadique, l'armée malienne aurait vaincu la rébellion Touareg. Tu vois, c'est double langage. Vouloir toujours soulever une ethnie contre l'autre, ça ne te rappelle pas quelque chose? L'esclavage, la colonisation, la conférence de Berlin, ça ne te rappelle rien? Or, jamais, je dis bien jamais, l'armée malienne n'a été confrontée au peuple touareg. L'armée malienne n'a pas vaincu la rébellion touareg, car il n'y a pas de rébellion touareg. Il n'y a jamais eu de rébellion touareg au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad ou quoi que ce soit. Jamais. Le Mali est attaqué comme la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest à l'Est jusqu'en Afrique centrale et en Afrique australe par des terroristes qui ont été armés depuis 2011 en Libye par les impérialistes occidentaux de l'OTAN pour imposer aux pays africains le pillage systémique continu de leurs matières premières stratégiques. Les terroristes ont été recrutés dans tous les pays du monde pour s'aimer la terreur, imposer au gouvernement du Sahel, du Golfe de Guinée, d'Afrique centrale, de se soumettre aux conditions de la Banque mondiale, du FMI, de la CDAO néocolonisée, de l'Union africaine infédolisée, qui n'est d'autre que les larbins de l'Union européenne pour se soumettre aux conditions de leur mondialisation ultralibérale et qui n'est d'autre que débridée et insensée. Maintenant, je vais te montrer ici de preuves et tout ce que je suis en train de dire, que ce n'est pas juste de preuves soi-disant panafricanistes qui vivent dans le zèle. Non. Aujourd'hui, on aurait par exemple de preuves comme quoi la preuve des emails d'Hillary Clinton. Le Wikileaks a fait fuiter et on a découvert dans les emails de Madame Clinton qui disait ceci, et je crois que je vais partager avec toi si je retrouve. Et enfin, et ce n'est pas moi qui l'ai fuité, hein, c'est Madame, voilà, c'est Madame Hillary Clinton. Donc, je vais partager avec toi. euh, bon, il faut aller sur le, ah, voilà, c'est sur ces sites ici que tu vois. Voilà, il faut aller dans l'US Department of State Freedom on Information Act. Ici, tout est public. Tous les emails, tous les trucs du gouvernement sont relatés ici. Et quand tu arrives ici, tu vois, il y en a des tonnes, hein. Tu vois bien que, regarde, quand j'ai mis à faire euh, Kadhafi, War in Kadhafi, bon, c'est en anglais, mais bon, War Libya, Refine Search, donc rechercher. Est-ce que ça va me faire sortir des documents combien? Euh, ici, moi, je te montre en live, là où moi, je vais rechercher justement ces informations. Oula, oula, oula. Ben, voilà. Et ici, il m'a sorti 192, 192, 192 documents, des emails là, confidentiels et autres.
192 documents. Et dans l'un d'eux, mais bon, c'est en anglais, franchement, il faut, ou bien vous mettez Kadhafi, War in Libya, Kadhafi ou quoi que ce soit, tu trouveras facilement de documents. Donc, franchement, mais comme je l'ai dit, il faut lire. Donc, tu vois, ici, il relaye tous les emails secrets qui ont été échangés entre la Maison Blanche et puis leurs partenaires internationaux et autres. Donc, ces journaux relatent tout, quoi. Le Congrès américain a mis cela aux yeux de tous. Donc, tu peux aller voir ici. Donc, dans cet email, qu'est-ce qu'on dit? Ben, Kadhafi, Madame Hillary Clinton qui disait que Kadhafi a été assassiné. Kadhafi a été détruit. Kadhafi a été assassiné. La Libye a été détruite parce que Kadhafi et un certain nombre de dirigeants africains s'est préparé à mettre en place une monnaie continentale qui allait justement détrôner le dollar, qui allait détrôner l'euro, qui allait détrôner le franc CFA. Et tout ce que je dis est publié dans l'US Department of State of Freedom of Information Act. Tu peux aller taper là, comme je te l'ai dit tantôt, Kadhafi ou bien guerre en Libye. Elle est là. À l'époque, elle était secrétaire d'État de Barack Obama. Elle a échangé des emails qui ont montré la destruction de la Libye et la déstabilisation du Sahel. Et ce n'était pas la démocratie, ce n'était pas les droits de l'homme. Je vais encore partager encore une autre source. Quand j'arrive ici, une autre source. Non, pas ça. Ah oui, ça. Voilà. Les 143 tonnes d'or de Kadhafi et la guerre contre la Libye. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais passer, hein, comme ça, toi, tu peux aller lire ici. Euh, voilà. Voilà. Tout en bas, les courriels de Blumenthal. Blumenthal, c'était un peu un lobbyiste. Donc, les lobbyistes, c'est ceux qui viennent donner l'argent aux candidats à la présidence. Ils viennent sponsoriser la campagne présidentielle des candidats et aussi de soutenir les sénateurs. Et une fois qu'ils sont élus, ceux-là maintenant vont leur envoyer l'ascenseur pour voter des lois en rapport avec leurs intérêts, quoi. Aujourd'hui, quand Biden est élu, on sait que les lobbyistes qui ont financé sa campagne, c'est l'industrie militaro-industrielle. Donc, Blumenthal aussi, c'est un lobbyiste. Donc, le courriel de Blumenthal à Hillary Clinton est clair sur le rôle de la France. Le service des renseignements français ont découvert, la DGSC, hein, ont découvert ces plans peu après le début de la révolte. Selon des personnes bien informées, la réserve d'or et d'argent de Kadhafi est estimée à plus de 7 milliards de dollars. C'est l'une des raisons qui ont poussé le président Nicolas Sarkozy à attaquer la Libye. Selon ces personnes, Sarkozy a également été motivé par les points suivants. Un, le désir s'emparer d'une partie plus importante de la production pétrolière de la Libye. Deux, accroître l'influence de la France en Afrique du Nord. Trois, améliorer la situation intérieure en France même. Quatre, donner l'occasion aux militaires français de conserver leur position dans le monde. 5. Calmer les inquiétudes de ses conseillers à propos
des plans de Kadhafi en vue de repousser la France en tant que puissance dominante en Afrique francophone. Voilà, tout est là. L'ordre mondial, le 19 mars 2001 à midi, avec l'opération Harmattan de la France, débutait la guerre d'agression occidentale contre la Libye. La guerre allait durer jusqu'au 31 octobre 2011. Plus de 7500 bombes allaient être larguées. Il y eut également des attaques de missiles. Le nombre de morts est estimé, c'est une estimation, jusqu'à 50 000 personnes mortes. Bref, tu peux aller voir. Tout est là. Donc, tu vois que ce n'est pas seulement du blabla, mais pourquoi est-ce que les médias des grands chemins ne partagent jamais ce genre d'informations pour pouvoir éclairer, pour pouvoir éveiller le peuple? Voilà. Deuxièmement, que qui sont tombés, non? Que ce ne sont pas les rebelles Touaregs qui ont été vaincus à Kidal. Ce sont des terroristes armés par les impérialistes. En, en 2022, j'ai retrouvé aussi un document. Sergei Lavrov, fatigué, exacerbé par l'hypocrisie des impérialistes occidentaux, il dit ceci. En 2013, lorsque le Mali a subi l'attaque que l'on disait des terroristes se dirigent vers Bamako et qu'ils arrivent déjà à Kona, le ministre français des Affaires étrangères d'alors, Laurent Fabius, approcha son homologue russe, Sergei Lavrov, et dit, la France se prépare à intervenir au Mali pour stopper les djihadistes. Déjà, tu entends déjà la rhétorique. Il dit djihadistes. En fait, c'est comme ça on les appelait à l'époque. Avant qu'on ne sache qu'en réalité, ce sont des terroristes au service de l'OTAN. Alors, la France souhaite que la Russie n'use pas son veto pour empêcher que son intervention au Mali ait lieu. Lavrov dit alors, enfin répondit alors hein, à Laurent Fabius, cher Laurent, vous Français, vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, toujours sous la présidence de François Hollande, justement, répondit ironiquement à Sergei Lavrov, mon cher Sergei, c'est la vie. Voilà la réponse de Laurent Fabius. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Ça, ce sont ces mots. On arme les terroristes d'État islamique et d'Al-Qaïda en Libye. Ils attaquent le Mali. C'est la vie. Et on vient faire semblant d'aller aider le Mali, soi-disant, à combattre ces terroristes. C'est ce Fabius qui appelle ça la vie. La tromperie pour lui, c'est la vie. Les doubles langages pour lui, c'est la vie. La duplicité, c'est la vie. L'hypocrisie, c'est la vie. Le sadisme pour lui, c'est la vie. Le cynisme, c'est la vie. Et toutes les dizaines de millions de morts qui sont tombés sur le champ de bataille, tous ces dommages collatéraux. Laurent Fabius dit que c'est la vie. Tu comprends maintenant quand je te dis que quand ces gens sont dans leur rôle, un chien ne changera jamais sa position de s'asseoir. Il restera toujours un chien. Une personne qui est habituée à tuer, une personne qui ne prend plaisir que lorsque d'autres personnes souffrent et lui s'enrichit, il roule dans des voitures électriques, dort
dans des salles climatisées, mangent du camembert et du bordelais, pendant que d'autres sont en train de souffrir. Ces gens-là vivent en paix avec eux-mêmes. Quand je te dis que ça fait partie de leur ADN, tu ne comprends pas. Et quand tu remontes l'histoire, tu vois les arrière-grands-pères, grands-pères et grands-pères, tu verras qu'ils avaient tous les mêmes habitudes. Maintenant, troisièmement, la troisième preuve vient de la rencontre en 2011 à Deauville. C'était le G20. Barack Obama et tous les puissances occidentaux étaient là. Et il y avait parmi le président africain un certain Mahamadou Issoufou qui réside actuellement à Niamey. Il connaît beaucoup de choses, hein, ce monsieur-là. Je ne comprends pas pourquoi les journalistes ne vont pas l'interviewer. Il connaît énormément de choses. Il supplia Obama, please, please, Mr. President, don't destroy Libya. Because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Et Obama, ironiquement, répondit à Mahamadou Issoufou, non, non, we will finish the job. We will finish the job. C'est pas que je l'ai dit pour rien. J'ai retrouvé encore parmi mes annales parce que je prends toujours des preuves ainsi que je garde que je garde toujours dans mes annales, dans mes archives. Écoutez vous-même ce que lui-même va vous dire. Voilà. Ah, attendez, je n'ai pas mis la voix. Ah, attendez. Euh, bon, ça, c'est les aléas du direct. Euh, pour mieux faire, donc, c'est les aléas du direct, hein, évidemment. Comme je n'ai pas le temps, bon, c'est parti. Internationale en Libye, si le gouvernement libyen le demande. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites aux Occidentaux il faut finir le travail? On se souvient évidemment du régime Kadhafi qui est tombé après l'intervention internationale. Effectivement, je suis de ceux qui pensent que le service après-vente n'a pas été fait en Libye. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et très tôt, en 2011, en pleine crise libyenne, j'avais attiré l'attention sur les risques que nous courons en Libye, sur le risque de mettre en place des solutions qui seraient pires que le mal. Et ce que je voulais dire, c'est que je sentais que la Libye allait se somaliser, l'État allait disparaître. C'est le cas aujourd'hui. On a deux gouvernements, un gouvernement à Tobrouk, un gouvernement à Tripoli. J'avais les craintes aussi que le pouvoir tombe entre les mains de terroristes. C'est plus ou moins le risque qui existe également aujourd'hui, avec même la présence de l'État islamique en Libye. Donc face à ce chaos, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, ce que nous proposons au niveau des pays frontaliers de la Libye, c'est de créer les conditions de la réconciliation de toutes les parties libyennes. On ne peut pas travailler avec deux gouvernements. Il faut que le gouvernement de Tobrouk et le gouvernement de Tripoli s'entendent. Il faut que toutes les forces modérées libyennes, y compris les kadhafistes, s'entendent. Et comme ça, on mettra en place un État, on mettra en place une transition qui pourra combattre efficacement le terrorisme en Libye, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le sud libyen est devenu un sanctuaire pour les terroristes. On sait aussi que dans la Cyrénaïque, ça a de tout temps été un bon réservoir dans lequel recruter Al-Qaïda, vers Benghazi, vers Derna, etc. Donc il faut isoler ces terroristes et je ne vois pas comment on peut vaincre le terrorisme, y compris en Libye, sans intervention extérieure. Mais pour que cette intervention ait des chances de réussir, il faut qu'à l'intérieur de la Libye, il y ait un État. Il faut qu'à l'intérieur de la Libye, les forces modérées se réconcilient. Et c'est un peu ça, je crois, que l'envoyé des Nations Unies a pour mission de faire. L'Italien, qui est chargé par le secrétaire général des Nations Unies, de mener ce dialogue-là entre les parties libyennes modérées.
Voilà, exactement. Vous avez vu? Voilà. Monsieur Mahamat Issoufou, ancien président du Niger. Vous l'avez entendu. Donc, il s'est exprimé et il avait prévenu Monsieur Barack Obama de ne pas déstabiliser la Libye. Parce que si vous déstabilisez la Libye, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est toute l'Afrique qui sera à son tour déstabilisée. Et maintenant, quand Barack Obama disait que we will finish the job, quel était le travail? Quel était le plan obscur de Barack Obama? Que peut-être eux, lui, Maman du Soufou et tous ces despotins ignoraient ou bien peut-être savaient, mais faisaient semblant de ne rien voir, le mal venir de loin. Donc, le plan, le plan de l'ordre mondial était quoi? On détruit la Libye, on arme Al-Qaïda et l'État islamique, ils déstabilisent à leur tour le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, euh, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Tchad, la Centrafrique, jusqu'au Congo et Mozambique. Donc, ils déstabilisent tous les pays où ils ne volaient pas assez de matières premières. Et ensuite, quand ces pays seront déstabilisés, ils vont maintenant leur proposer maintenant une aide militaire à la lutte antiterroriste. Et ainsi, ils vont maintenant pouvoir maintenant reconstruire maintenant des camps militaires, comme à l'époque négrière, comme à l'époque coloniale, sur toute l'Afrique. Ainsi, l'OTAN va pouvoir s'installer du Caire, donc ça veut dire la capitale de l'Égypte, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance comment on appelle ça, en Afrique du Sud. Alors que l'OTAN, à la base, était au départ l'organisation de l'Atlantique Nord. Elle va devenir organisation de toutes les Atlantiques. Nord, Sud, peut-être Est, Ouest. D'ailleurs, l'OTAN a maintenant un commandement de l'Atlantique Sud, alors que l'Occident n'est pas dans le sud de l'Atlantique. Ils ont un commandement militaire de l'Atlantique Sud, ils ont un commandement militaire c'est-à-dire militaire des Africains. C'est vraiment insensé. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais cette débilité. Comment des présidents africains peuvent signer des accords débiles de la sorte? Étaient-ils vraiment ivres ou avaient-ils une conscience, l'esprit intact pour pouvoir savoir c'est à quoi ils allaient être confrontés dans le futur en signant de tels accords? Imagine un peu que l'Union africaine mette en place un commandement militaire sur le continent européen. Que diraient les Européennes et Européens qui suivent cette chaîne? Fais une pause et dis-le-moi dans le commentaire, là en bas. Dis-le-moi dans le commentaire. Comment vas-tu considérer cela? Si les Africains concevaient une opération militaire politique de contrôle des territoires européens, quel est cet Européen normal qui accepterait l'idée de voir le titre même apparaître même dans la presse des grands chemins? On lit dans le Figaro, commandement africain du territoire européen, de la mer du Nord à l'océan Atlantique Nord. Est-ce que l'Union européenne peut prétendre concevoir l'idée d'une armée africaine sur cette partie du monde? Réfléchis toi-même. Mais ils le font. Ils ont même obtenu que leur commandement de l'OTAN en Afrique ait accès même aux institutions politiques africaines. Ils ont toujours, ils sont toujours présents dans les réunions des pays africains.
Ils s'invitent dans les réunions de la CEDEAO, ils s'invitent dans les réunions de la CEMA et ils sont à l'aise, tranquilles, alors que les Africains n'ont personne pour s'asseoir aux réunions de l'OTAN, ils n'ont personne pour s'asseoir aux réunions de l'Union africaine, ils n'ont personne pour s'asseoir aux réunions à la tête des organisations occidentales. L'OTAN étant assurer la sécurité du pays, euh, on va assurer votre sécurité, alors que ce n'est même pas leur pays. Voilà le plan. Et ces jours-là à Deauville, on compris que Barack Obama avait pour ambition la recolonisation de l'Afrique et que leurs éclaireurs, leurs avant-gardistes étaient que des terroristes. Souviens-toi que Al-Qaïda a été créé par la CIA déjà dans les années 80, que l'État islamique avait évolué avec toute la complaisance des services de renseignement militaires de tous les pays européens. Et ils étaient sponsorisés en armes et en argent, en munitions. C'est eux qui ont créé le terrorisme. Et ils ont subventionné le terrorisme dans le but de pouvoir, quoi, s'aimer la peur dans la population. On a vu à un certain moment en France, en Belgique, comment est-ce que c'était. Parce qu'en s'aimant la peur, qu'est-ce qu'ils font par la suite? Ça leur permet maintenant de pouvoir voter des lois pour pouvoir assurer leur mainmise, une contrôle total sur tous les esprits des habitants, des citoyens et autres, outrepasser même leur mission régalienne. Les dirigeants occidentaux continuent toujours de négocier avec l'État islamique, Qatar, en Arabie Saoudite, aux yeux de tout le monde. Ils se font amis parce que ben voilà, ils ont des intérêts communs. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations, je te dis, honorables, logées en Afrique, en Arabie Saoudite, tranquillement accueillies au Qatar, avec lequel les dirigeants occidentaux négocient. Ceci me rappelle le retrait d'Afghanistan des Américains. Tu sais que ça avait été négocié avec le Taliban, qui sont aujourd'hui une branche d'Al-Qaïda. Enfin, ils étaient déjà une branche d'Al-Qaïda. Tout est négocié au Qatar, dans des palais de luxe, des hôtels 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles. Il faut savoir que qu'Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont des vraies organisations pyramidales. C'est-à-dire, leurs chefs vivent en Orient et discutent vis-à-vis avec les dirigeants occidentaux. Mais ici, Macron te fait croire que le problème de la France ou bien le problème de certains pays africains, c'est les terroristes. Les terroristes qui eux-mêmes sponsorisent. Et les mêmes personnes qui viennent nous dire qu'ils vont aider l'Afrique à combattre les terroristes, ce sont ces mêmes-là qui se rencontrent en Arabie Saoudite, dans des hôtels 5 étoiles, dans des suites ou autres, au Qatar, pour parler de business. Voilà l'ironie de l'histoire. La quatrième preuve, c'est simplement la déclaration du président Emmanuel Macron en 2017 dans le magazine, enfin dans plusieurs magazines, même le Figaro. Ces jours-là, il a confirmé que la déstabilisation qui est subie le Sahel est la conséquence d'une action de l'OTAN. Une action qui a été menée dans le but de cette conséquence. Et je vais partager avec toi ici, si je vais retrouver la situation, la situation, la citation plutôt, hein, la citation. Alors, on va voir ici. Voilà. Nous sommes le 2, ah oui, c'est déjà avant, 2018, ça c'est déjà un temps. Emmanuel Macron critique de nouveau
l'intervention en Libye de Nicolas Sarkozy. Tu entends bien la phrase, critique de nouveau. Ça veut dire qu'il avait déjà commencé à le faire depuis 2017, à peine arrivé au pouvoir. Un mois seulement après arriver au pouvoir, il a réédit ce qu'on va pouvoir lire ici. Depuis Tunis, Emmanuel Macron vivement critiqué l'intervention de Nicolas Sarkozy en Libye en 2011. Intervention qui continue à avoir des répercussions dans la région de cryptage. C'est depuis la capitale tunisienne située à 1 heure de vol de Tripoli en Libye qu'Emmanuel Macron a de nouveau critiqué durement l'intervention des Alliés en 2011 en Libye. Poussé à l'époque par Nicolas Sarkozy, l'Europe, les États-Unis et quelques autres ont une responsabilité dans la situation actuelle en Libye, a-t-il déclaré devant des députés tunisiens, sans citer nommément l'ancien chef d'État. J'ouvre le guillemets. Je n'oublie pas que plusieurs ont décidé qu'il fallait en finir avec le dirigeant libyen sans qu'ils aient autant de projets pour la suite. Je ferme le guillemets. Avant de poursuivre, j'ouvre le guillemets. Quoi qu'on pense d'un dirigeant, cette responsabilité a consisté à imaginer qu'on pouvait se substituer à la souveraineté d'un peuple pour décider de son futur. Nous avons collectivement plongé la Libye depuis ces années dans l'anomie sans pouvoir régler la situation. Et l'article continue, ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron s'en prend à cette opération militaire en Libye. La démocratie ne se fait pas depuis l'extérieur à l'insu des peuples. La France n'a pas participé à la guerre en Irak et elle a eu raison. Et elle a eu tort de faire la guerre de cette manière en Libye. Quel fut le résultat de ces interventions? Les États faillis dans lesquels prospèrent les groupes terroristes. Je ne veux pas de cela en Syrie. Avait-il, par exemple, lancé en juin 2017 dans une interview au Figaro? Voilà. 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 Tout est là. C'est lui qui l'a dit. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Macron reconnaît que l'OTAN avait été coupable, justement, non pas seulement de détruire la Libye, mais une dette des 100 que l'Occident doit à la Libye. Il aurait pu élargir aussi l'Afrique, parce que l'Afrique a encore plus souffert du saccage de la Libye que la Libye elle-même. Donc, Macron savait que la déstabilisation et connaît le Sahel, l'Afrique, était justement la conséquence de l'action de l'État, c'est-à-dire des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et autres alliés. Étrangement, en 2023, Macron a changé. Et tout d'un coup, il ne se souvient plus de ce qu'il avait dit en 2017 et commence à proférer des mensonges honteux. Mais bon, va-t-on lui en vouloir? Après tout, il est dans son rôle. Et non, lorsque tu entends que le média des grands chaînes dire que les rebelles Touaregs ont été vaincus, sache que c'est faux. Le peuple Touareg est un peuple africain, résidant dans plusieurs pays africains. Ce que les médias des grands chemins font ici, c'est quoi? C'est simplement de stigmatiser, l'art de diviser, d'attiser la haine d'une ethnie contre une autre. Ne tombe jamais dans ce genre de panneaux. Prends toujours de la hauteur, quoi, analyser les choses. À Kidal, ce sont des terroristes impérialistes de l'OTAN qui sont tombés. Voilà. Et là, tu comprends. Et c'est aussi une leçon de vie pour nous. Pour te montrer comment est-ce que le peuple uni derrière son leader lui a donné toute sa confiance. Et aujourd'hui, ils ont vaincu. Là où 10 ans, l'OTAN, la France, l'Union européenne n'a pas su vaincre. Voilà. Et d'après le reportage, il s'avérait que lorsqu'ils sont arrivés à Kidal,
les terroristes avaient déjà fui. Donc, c'était vite. C'est-à-dire, ils entrent à Kida, ils étaient même étonnés. Il n'y avait même pas de résistance. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette victoire symbolise vraiment la liberté, la volonté de puissance de pouvoir vivre libre et digne. C'est ça notre but sur cette chaîne. Voilà pourquoi on doit monter des business. Voilà pourquoi on doit se servir d'un outil puissant comme Internet. Et je te conseille aussi d'en faire autant. Aimez cette vidéo, activez la cloche de notification, partagez au maximum parce que la géopolitique est toujours filtrée. Et puis, sache que ton cœur sait déjà, c'est que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le schéma. Ciao, ciao.